Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h GMT. Presque un an, jour pour jour, après la déclaration du 17 mars 2020, dans l'optique de présenter la stratégie gouvernementale de riposte face à la pandémie de coronavirus, le Premier ministre, chef du gouvernement, est monté une fois de plus au créneau vendredi 5 mars pour faire état d'un regain de la pandémie au Cameroun. Des statistiques actualisées faisaient alors état de 38 988 personnes testées positives au Covid-19, 34 887 patients guéris, contre 588 décès depuis l'apparition de la maladie au Cameroun. La détérioration de la situation épidémiologique, d'après le gouvernement, est en grande partie due au relâchement dans l'application des gestes barrières et au non-respect des mesures de restriction prises le 17 mars 2020. Pour le Premier ministre, chef du gouvernement, des Camerounais continuent de se réunir en toute insouciance dans les espaces publics, au privé, au mépris des règles de distanciation physique, ceci sans tenir compte de la limite fixée à 50 personnes pour tout rassemblement. Dans nos rues, seules quelques personnes portent le masque de protection, le dispositif de lavage des mains et l'utilisation des gels hydroalcooliques ne sont plus que de lointains souvenirs. D'aucuns continuent même de croire que le Covid-19 est une pure invention ou n'existe que sous d'autres cieux, a regretté Chief Dr Joseph John Gouté. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Non-respect des mesures de restriction. Pourquoi les habitudes ont la peau dure? Pour en parler, nous avons invité un plateau ce soir Maître Fidèle Djoumissi. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alain et je salue tous les téléspectateurs de Equinox Soir qui davantage sont nombreux. Et Equinox est devenu la première télévision du Cameroun. Ah, vous êtes sûr? Oui, la première. Vous êtes sûr? En termes d'audimat. Ah bon? En termes d'audimat, malgré... Malgré quoi? Malgré, je dirais peut-être certains qui sont jaloux peut-être de votre audimat et du combat que vous menez pour tout le peuple camerounais. Parce que vous faites vraiment le travail que doivent faire les médias. Parce que les médias, c'est informer, c'est former et participer à l'évolution de la société. Et c'est ce que Equinox fait. Et nous sommes très satisfaits du travail que Equinox effectue. Et je pense que ceux qui estiment que le nombre de vues, qu'on ne mesure pas l'audimat d'une télévision par rapport au nombre de vues, n'ont pas raison. Et que Equinox reste la meilleure chaîne de télévision dans notre pays, du moins pour l'instant. Et je saisis l'occasion également pour demander aux fidèles téléspectateurs et à tous les Camerounais de ne pas oublier nos prisonniers politiques, prisonniers d'opinion. Je pense au professeur Alain Foguet, je pense à Bibou Nissa, porte-parole du président élu, professeur Maurice Kamto, je pense à Salomon Béas et d'autres qui sont passés devant le juge d'Abea Corpus, le juge de liberté immédiate aujourd'hui, et que nous avons choisi d'aller devant la justice pour que l'histoire puisse se retenir que nous avons donné l'occasion au monde entier de constater et de relever qu'il n'y a pas de justice dans notre pays. Ok. Sobamine Fodjo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain autour et bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous regardent au travers de la voix du peuple. Equinox, c'est la voix du peuple, comme le disait tantôt Maître. Une voix qui fait écho et une voix qui fait parler. Donc c'est une fois de plus un plaisir de me retrouver aujourd'hui face à vos millions de téléspectateurs pour débattre d'un sujet aussi sérieux. Il faudrait le dire que dans la foulée, le Cameroun a perdu un de ses ministres, ministre délégué au ministère des Relations extérieures en charge du monde islamique récemment.
Donc l'affaire est à prendre très au sérieux. Et je ne vais pas finir mes propos sans rappeler que depuis le 26 janvier 2021, il y a un monsieur qui s'appelle Zao à Marois qui est porté disparu. Et jusqu'à présent, on ne sait pas si c'est une élimination du gouvernement ou c'est juste que le monsieur aurait des problèmes. Donc nous interpellons toutes les forces vives de sa localité et toutes les forces publiques de se mobiliser pour qu'un Camerounais qui a été disparu depuis déjà janvier puisse être retrouvé. Merci. Okay. Dr. McAnthony, you're welcome. Thank you very much, Sir Chalain, and to my fellow panelists and to the million viewers of Equinox TV watching at us this evening. I think it's a pleasure to be on this particular platform today to discuss about the coronavirus issue in Cameroon and precisely in Africa, because I believe that Africa has a different setting, geopolitical setting as well as just cultural setting, which is particularly different from that in Europe. And so we have more advantage over the situation. So we'll be talking about it, and why we are here today is not just to talk but to educate as much as we can. Thank you very much for the opportunity. Ok, Albert Anatole ici enfin, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Léon Tout, je salue mes co-panélistes, je salue les téléspectateurs de Equinox Télévision, je salue tout le monde. Ok, je reste avec vous, Albert Anatole ici, le Premier ministre, le 17 mars, a fait 7 sorties avec ce qu'il convient d'appeler désormais les 13 mesures gouvernementales pour barrer l'expression qu'on avait utilisée à l'époque, la voie à la pandémie au Cameroun. Les Camerounais, on va le dire d'une certaine façon, ont adhéré à ces mesures. Mais le Premier ministre, presque un an après, le 5 mars, il fait une autre sortie. Ce n'est pas ça. Pour vous, où se situe le problème? Pourquoi les mesures ont de la peine, la mayonnaise a de la peine à prendre après le 5 mars? La psychose, c'est 2020, c'était la psychose, 2021. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, selon vous, Albert Anatole? Oui, écoutez, si j'allais autour, l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Alors, vous vous souvenez que le président de l'Assemblée nationale, revenant, n'est-ce pas, d'une évacuation sanitaire pour défendre, n'est-ce pas, son siège, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale, il n'a pas cru bon, n'est-ce pas, de se mettre d'abord en quarantaine. À l'époque, c'était le terme consacré, et tout de suite s'est retrouvé au Parlement. Donc, je pense que de ce point de vue, c'était un mauvais exemple. Maintenant, de ce point de vue, il faut quand même constater une chose, c'est quoi? C'est que le lexique médical n'est pas endogène. Même les solutions médicales ne sont pas endogènes. Or, il nous souvient que, je crois que c'était au mois d'avril ou au mois de mai, le président de la République, Paul Biya, justement invitait le gouvernement à trouver une solution endogène. Alors, vous savez, moi j'ai un point avec... 19 mai 2020. Voilà. Donc, moi j'ai un point avec des médecins de plateau. C'est-à-dire qui parlent de tout et n'importe quoi, mais sans trouver des solutions. Donc, ce qui fait que nous avons le même lexique. Si maintenant Paris décide, ou bien l'Occident décide que on ne porte plus les masques, on ne va plus porter des masques. Si l'Occident décide que on démantèle les mesures, la détention physique, c'est ça plus ça. Si Paris, par exemple, décide qu'il n'y a plus de vaccin, il n'y aura plus de vaccin. Donc je pense que... Donc vous voulez dire comme Paris a décidé qu'il y a le vaccin? Non, c'est pour vous dire que nous avons pourtant des intelligences, nous avons des scientifiques, mais davantage des scientifiques de plateau. Vous savez que moi je suis très froid. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de fonds qui ont été dépensés par rapport à cette affaire-là. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un meurt d'un palu, en communauté, arrivé à l'hôpital, on dit Covid. C'est-à-dire que maintenant, si vous avez quelqu'un, une femme qui est décédée au quartier des suites d'un accouchement difficile, arrivé à l'hôpital, on va vous dire que non, ça peut être un cas de Covid.
Mais entre-temps, vous avez... Même les accouchements difficiles. Non. Puisqu'il s'agit d'un corps qu'il faut quand même mettre à la mort, non? Donc on va vous demander de prouver que ce corps-là n'est pas le fait du Covid. Parce que ça donne de l'argent, c'est des fonds. Deuxième chose, c'était le constat que j'ai fait. Là, je voudrais convoquer les éléments factuels, notamment du professeur Christian Perron, qui a dit que déjà le vaccin, ce n'est pas une panacée. Du moins, les vaccins qui sont actuellement proposés ne sont pas une panacée pour deux raisons. D'abord, ça ne confère pas l'immunité. Ça traite des effets symptomatiques. Ce qui suppose donc que lorsque, même si vous êtes vacciné, vous pouvez contaminer ou se faire contaminer. Deuxième chose, les créateurs de ces vaccins n'ont pas souscrit à la responsabilité, à la cour de responsabilité. C'est-à-dire que, quand même, lorsque vous mettez votre produit sur le marché, vous devez quand même souscrire à certaines clauses. Donc, ces laboratoires n'ont pas souscrit à la clause de responsabilité quant aux effets indésirables éventuels. Mais alors, pourquoi voulez-vous que tout le monde y aille? Maintenant, pour revenir à votre question. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord, il y a une mauvaise communication par rapport à cette pandémie. Il faut, à mon sens, endogéniser la communication. Parce que nous copions tout et n'importe quoi de l'autre côté. Ça, c'est important. Nous copions tout et n'importe quoi de l'autre côté. Le lexique médical est copié. Les masques faciaux, c'est copié. Les vaccins dont la sécurité et la fiabilité ne sont pas établis, c'est copié. On vous parle désormais du passeport vert, du passeport vaccinal, c'est copié. Donc je pense qu'il est important. Le président de la République a demandé, a sollicité une solution endogène. Est-ce que cela a été fait? Donc je pense qu'aujourd'hui, si vous voyez des Camerounais et des Africains qui sont réfractaires à cette affaire, c'est parce qu'il y a une mauvaise communication. De deux, il faut quand même dire une chose. Aujourd'hui, le Covid est devenu une arme politique. C'est-à-dire que, eh bien, pour contrôler, si vous voulez organiser une manifestation, on va vous dire que non, il faut prendre en compte les mesures barrières, il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres médicaux. Ça devient un problème. Et ce qui me gêne, c'est que les politiques, et je suis heureux d'en avoir sur ce plateau, qui, à mon sens, critiquent plus les méthodes ou bien la gestion de cette pandémie, et non la question fondamentale, parce qu'il faut quand même citer une chose. Tout à l'heure, je parlais, n'est-ce pas, des médecins de plateau, qui sont, j'ai dit, des vecteurs, n'est-ce pas, de la ségrégation sociale et publique. À savoir, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de mesures barrières, des passeports verts, et tout ce qui va avec, mais les politiciens ne voient pas la question de la violation des libertés et du recul de l'état de droit. Donc moi, ça me pose donc justement un problème, parce que c'est ça, parce qu'en réalité, lorsque vous voyez donc cet aspect des choses, il faut comprendre, il faut pas seulement se limiter à l'aspect sanitaire qui est convoqué. Comme je l'ai indiqué tantôt, il faut une solution endogène. Maintenant, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la solution, je veux dire, l'examen doit venir d'en haut. Ok. Voilà, Maître Fidèle Djumbissi, pour vous, qu'est-ce qui explique cet autre comportement des Camerounais? On a vu, après le 17 mars, les Camerounais ont adhéré, mais cette fois-ci, pourquoi ils traînent la patte, selon vous? Il faut relever, Serge-Alain, qu'il n'y a pas une volonté ferme du gouvernement à faire respecter les mesures. Les mesures sont énoncées, édictées, mais il n'y a pas de volonté. Et déjà, même, il faut observer, même depuis l'année dernière, depuis 2020, avant le 17 mars, le gouvernement a traîné le pas. C'est-à-dire, au 17 mars, beaucoup de pays africains avaient déjà pris des mesures contraignantes pour faire à ce que
pour limiter la propagation du virus. Et vous voyez qu'au début, le gouvernement a hésité, il a multiplié les atermoiements et pour finir, pour faire la déclaration, pour annoncer les 13 mesures. Et alors que depuis janvier, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, à travers son secrétaire national à la santé, Dr Apollinaire Oko, avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Et que si on avait pris des mesures un peu plus tôt, même en février, le virus ne se serait pas propagé dans le pays comme au niveau où il se trouve aujourd'hui. Parce que si on avait limité au moins les entrées à l'aéroport, si on faisait au moins les tests à l'aéroport pour isoler ceux qui étaient testés positifs, on aurait limité cette propagation. Et vous vous souvenez que c'est après l'entrée sur notre territoire de deux vols venus de l'extérieur que le virus a commencé à se propager. Et même là, le public, l'opinion publique a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de confiner au moins les 2 grandes villes où le virus était déjà présent, c'est-à-dire Douala et Yaoundé. Si on avait confiné à l'époque, le virus ne se serait pas propagé dans d'autres régions. Et on a laissé, et le gouvernement a laissé, et le virus s'est propagé sur toute l'étendue du territoire. Tout ça pour dire quoi? Que le gouvernement se montre incapable de faire respecter les mesures. Pourquoi? Parce que comment on peut prendre des mesures pour limiter la propagation du virus? Des mesures qui ne sont pas assorties de sanctions. C'est ça le problème. S'il y a des mesures non assorties de sanctions, les citoyens ne peuvent pas respecter. Parce que l'inobservation de la mesure ne fait pas courir un risque. Donc il y a là une certaine liberté. Parce que il faut distinguer dans une mesure s'il s'agit de recommandations ou de règles de droit. Parce qu'une règle de droit qui doit être efficace doit être assortie de sanctions. Et chacun sait que si je viole, voilà la sanction qui m'attend. Dans les 13 mesures qui étaient dictées par le Premier ministre l'année dernière, il n'y a aucune sanction. Alors qu'on regarde dans d'autres pays, même en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, il y a des sanctions. Et plus grave, alors que le dispositif légal, le droit positif, donne toutes les mesures, tous les outils au gouvernement pour le faire. Parce que pour prendre des sanctions, il aurait fallu que le gouvernement décida de l'état d'urgence, comme on a vu ailleurs, dans les pays que je viens de citer, qu'on a vu en Europe. Parce que l'état d'urgence sanitaire donne les prérogatives à l'exécutif de prendre des mesures qui s'imposent. Parce que s'il faut prendre des sanctions qui ressortissent du domaine de la loi, parce que les délits et les crimes ressortissent du domaine de la loi, et des sanctions les plus fortes, c'est les délits et les crimes, c'est pas les contraventions, parce que si c'est des contraventions, le ministre de la Santé lui-même peut prendre par arrêté. Mais alors que pour les délits qui peuvent être dissuasifs, ou il faut les lois. Okay. Et on ne peut pas réunir le Parlement à tous les temps. Et c'est pour ça que l'article 9 de la Constitution prévoit que dans des cas pareils, le président de la République peut par décret prendre des mesures dans les conditions fixées par la loi. Et cela, il prend un décret d'état d'urgence. S'il y avait d'état d'urgence sanitaire, ça donnerait la possibilité au Premier ministre de prendre des mesures et d'assortir ces mesures de moins d'amende ou bien de sanctions qui dépassent même 10 jours de détention, pour faire en sorte que les citoyens respectent ces mesures. Donc, s'il y a une mesure qui n'est pas assortie de sanctions, elle est inefficace, on ne peut pas la respecter. Si on dit aux citoyens de payer les impôts, et il n'y a pas de sanctions, quel citoyen va payer? Personne ne paiera. C'est ça. Si on dit aux transporteurs urbains, de ce qu'on appelle vulgairement les taximens ou les mototaximens, qu'il y a des pièces qu'il faut obtenir sur le plan administratif pour exercer le métier, et que si vous ne le faites pas, il n'y a pas de sanction, personne ne le fera. Donc c'est la même chose. Donc lorsque ce n'est pas assorti de sanctions, il n'y aura pas... Et bon, peut-être au cours du débat, nous allons développer, parce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles nous allons évoquer et indiquer pourquoi le gouvernement ne veut pas avancer dans la lutte. Marc Anthony, pour vous, cette
ces deux points-là, hein, on a vu après le 17 mars 2020, les Camerounais, c'est parce que c'était nouveau, il y a eu cette peur. Pourquoi maintenant il y a cette résistance? Comme dit Maître Djoubissi, c'est l'absence de sanction. Pour vous, qu'est-ce qui explique ça? You see, I want to differ a little bit with Maître on some of his points, because you see, it is not because we saw something happening in Europe and because of the way they responded to it that we need to respond in the same manner. It is not because maybe this country acted like this on an issue that we should act the same. The first thing I want to recall to most of us is that Cameroonians are people who believe that, in fact, I should say, they believe in their freedom to an extent, as well as every other human being believes in their freedom, and it is instituted in our constitution. We believe in our freedom. Exactly. And if we are supposed to be protected by the state, I'm sure if the state says, okay, we are sending out this as a result of this thing that has come, there is need for you to respect these 13 rules. And at a particular period of time, people choose to go in to respect them. It is in the place of the government to say, okay, if you are going to respect, this is what I'm going to do to assist you, because I'll be sincere in telling you this. If many of us will choose to stay in the house and not go out to work, it is hunger that is going to kill Cameroonians rather than the pandemic. Exactly. If they do not respect it, it will give them opportunity to work. Yeah, exactly. I'm not saying that people should disrespect the rules, but if we close ourselves in the house, sit there and say we are afraid of something that we have not been able to see, because we are speaking here right now, there are just figures we keep on hearing. I've not seen patients. We are hearing figures of increased number but not seeing the patients. And so it creates doubt. A lot of Cameroonians are living in that doubt. Oui. Whether it is really in existence or not. Many Cameroonians are living in doubt. I want to use an example. I have a young man, a friend in Yaoundé, whose father died, I think 2 weeks behind. He left Kribi, went up to the village to do some stuff, and then he went, since he's a high blood patient, and so he went to the hospital. I think he spent close to 2 weeks in the hospital. He left the hospital 2 weeks after on a Sunday. Then on Tuesday, it seems as if the thing mounted again. He ran back to the hospital, and then that evening he died in the hospital. The same hospital had not given any indication that he was a COVID-19 patient. He went to the house, stayed in the house for 2 days before he came back, and then he died that night. The result was he died of COVID-19. That man was being treated for high blood. Now he died, they say it's COVID-19. And then the worst thing about it is that when he died, they gave the corpse to the family. The corpse to the family. Then the family stayed with the corpse for one night before they had to bury the corpse the next day. Question: if you are the one, will you believe in such a situation? You just say the doctor had confirmed that he's a COVID-19 patient. Pourquoi la famille a donc choisi d'enterrer le lendemain? Because they told them that they have to bury. They cannot put the corpse in the mortuary. If you can't put it in the mortuary, will you keep the corpse in your house? No. So they were forced to bury the next day. And in such a the situation, burial took place in it Yaoundé? took place in the village, in Kambe. Okay. And so, because Pa had gone to Kambe, it was when he went to Kambe before the thing came back. So in the midst of all this, what do you expect that Cameroonians to say? I am not saying that COVID does not exist. It has killed a lot of people in Europe. A lot of people have been killed by this thing in Europe. I remember when Bill Gates and the wife actually made a pronunciation how they are foreseeing how Africans are going to be, in fact, on the streets of Africa will be littered with dead bodies because of the pandemic. The question, why didn't it happen? Because we should be looking at that. I heard something that my brother said there that made me happy. We in Cameroon
should not always want to copy because we think that this is what they did there, we should copy. We need to come out with our own result and bring out solutions to our problems from within. If Africans as a whole do not know how to produce, we will remain consumers and will be dictated upon. Today we are in a situation in which we are. France will tell you have to buy Covax. Because if you don't buy Covax, you cannot travel out of Cameroon. The UN. And in the middle of that, you will see the government will impose it. Because I saw a communique yesterday, which later on was declared fake, where Professor Njok said that it is supposed to be obligatory. That every one of us needs to, in fact, it means they are violating the rights of Cameroonians. It means we do not more have rights. I don't have the choice to make. When I saw that, and later on they said it was fake, I saw another communique from the minister himself, which also contradicts that position and saying that it's not obligatory. I said, wow, this is serious. So we are living in a country where at times you get to doubt everything that you see. Okay. So we should not be fast in trying to say, okay, the government has done this or the government has not done that. Us as individuals, we are the ones who take this responsibility. I have the choice to what I want in life. Okay. So I don't think that the government will be the one to tell me what to do. Voilà. Sabamine Fodje, face à cette attitude, c'est comme m'a dit Macantoni, les Camerounais, ils croient en ce qu'ils ont, la pharmacopée traditionnelle. On croit en ce que nous faisons. Docteur Cléda, il y a Peundi Samba et les autres. Bon, de toutes les façons... C'est ça qui explique un peu l'attitude. Exactement, je vais aller un peu plus au-dessus de ces différentes raisons pour évoquer un peu des raisons sociologiques et des raisons anthropologiques. Parce qu'il faudrait qu'on se rende compte qu'on est dans un pays déjà où les gens refusent de croire que des morts peuvent être de morts de problèmes naturels. Généralement, dans nos pays, quand vous avez un proche qui décède, on a plus de facilité à accuser la sorcellerie ou à accuser un cas qui ne soit pas de la médecine conventionnelle pour justifier le fait que la personne soit décédée. Chaque fois, c'est comme ça. Je veux dire, dans la majeure partie des cas, le Camerounais ou l'Africain a cette facilité à croire que les gens meurent du fait de la sorcellerie et ainsi de suite, parce qu'on a mangé au village, parce qu'on a fait ceci. Donc, du coup, c'est déjà un premier blocage. Sur le plan sociologique aujourd'hui au Cameroun, on ne peut pas prendre une mesure avec des amendes ou des qui vont venir après. Parce qu'il faudrait qu'on se rende compte d'abord qu'on est dans un pays où les Camerounais ont la propension à ne rien respecter. Sortez là dans les rues, vous allez voir comment les benskinaires roulent à contresens, combien de véhicules roulent là dehors et sont à jour, combien de personnes se mettent à jour. Et au début de cette pandémie, le gouvernement, aujourd'hui, qu'on accuse malheureusement, qui aussi a sa part de responsabilité, mais le gouvernement, dès l'entame, a pris des mesures avec des actions coercitives. Mais nous avons vu comment cela a été perverti. On s'est retrouvé avec des gens poursuivis dans des villages, par des gendarmes, par des policiers, par des agents médicaux qui venaient arrêter des gens dans des domiciles pour dire que bon voilà, on va vous faire un test, on a appris que vous êtes venu de Rho, vous êtes caché dans la maison. Il y a comme une chasse aux sorciers. Et il y a eu aussi cette histoire où on disait que une fois que vous êtes décédé de Covid, on doit vous enterrer immédiatement. Et que les corps ne devraient pas aller d'un département à un autre. Ça a encore créé des problèmes où il y avait des corps qui étaient cachés dans les soutes de véhicules, dans des sacs de bagages pendant les voyages. Donc vous comprenez que aussi longtemps qu'on va croire qu'il faut faire qu'il faut utiliser la chicotte pour faire passer les mesures, ça ne passerait pas. Oui. Et nous allons nous enfoncer davantage. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une pandémie qui est mondiale. Et il y a un relâchement. Pourquoi? Il y a un relâchement parce que, comme j'ai évoqué tout à l'heure, les raisons sociologiques et anthropologiques voudraient que il y a de l'automédicamentation au Cameroun. Les gens ont cru aux potions et ces potions, dans beaucoup de cas, ont marché. Les gens savent qu'il suffit de mélanger X, Y et Z éléments pour pouvoir retrouver la santé. Je ne vais pas citer ces éléments parce que moi, je ne voudrais pas encourager les gens à prendre du risque pour leur santé. Il y a la notion d'immunité collective qui a voulu que les gens se disent que, ok, il y a cette immunité collective qui fait en sorte que nous tous, nous allons être malades sans véritablement faire la maladie. Il y a aussi la notion des solutions endogènes
de Monseigneur Clé, beaucoup d'autres personnes qui se sont proposées. Mais je voudrais dire ici là que l'Afrique, et particulièrement le Cameroun, pour la première vague, a résisté à la maladie parce que il faudrait rappeler que les patients de plus de 50-60 ans avaient des facteurs de comorbidité, étaient les plus affectés quand nous regardons aujourd'hui. Donc du coup, il y a une grande frange de la population qui n'ont pas senti le choc du virus, c'est-à-dire qui n'ont véritablement pas, dont le taux de mortalité ou de morbidité n'a pas touché cette frange de la population. Et il faudrait rappeler qu'au Cameroun, 60% de la population a moins de 60 ans aujourd'hui. Donc forcément, on se retrouve avec la plus grande frange de la population qui n'est pas forcément secouée véritablement par le taux de mortalité de cette pandémie. Donc du coup, la thèse de l'immunité collective s'installe dans l'esprit des Camerounais et il y a un certain relâchement. Okay. Sauf que cette fois-ci, pour 2021, il y a 2 variantes du virus qui sont en cours. Et les différentes personnes ayant un peu relâché du lest par rapport au respect des mesures, fait en sorte que le virus reprend du poids de la bête. Parce qu'il faudrait rappeler qu'il y a beaucoup de personnes qui sont positives sans faire la maladie. On les appelle les patients asymptomatiques. Vous pouvez être positif sans faire de maladie, mais seulement vous êtes très dangereux pour votre entourage. Parce qu'autour de vous, vous rencontrez des personnes qui ont des facteurs de comorbidité ou bien qui sont en âge élevé. Et donc, juste le fait que vous soyez en contact avec eux est une conséquence de ce qu'ils vont mourir et qu'après, on va accuser un grand-père qui est au village et qui ne connaît rien. Voilà. Albert Natola ici, le Premier ministre a fait sa sortie vendredi 5 mars. Et le même vendredi, on a vu des concerts parce qu'il a insisté sur les rassemblements de plus de 50 personnes. C'était le 4e point, la 4e mesure, je crois bien, dans les 13 de 2020. Il a insisté dans son discours, dans sa sortie du 5 mars, que ces rassemblements de plus de 50 étaient interdits. Le même vendredi, il y a eu des spectacles dans la ville de Douala, Yaoundé. On a assisté à des enterrements. On a même vu hier la levée de corps d'un membre du gouvernement. Il y avait plus de 50 personnes. Oui. Pour vous, ça veut dire quoi? Non, tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Et lorsque l'exemple vient d'en haut, ça veut dire que c'est ce qui est répercuté par le bas. Donc le bas copie le haut. Oui, absolument. Et puis, il faut quand même qu'on se dise quelque chose qui est fondamental. Mais maître appuyé, il n'y a pas la sanction. Il n'y a pas... on n'agite pas la sanction. C'est ça qui fait que les Camerounais ne respectent pas. Monsieur Otou. Albert Natola. Monsieur Otou. Oui. Et c'est une digression. Il y a un arrêté du Premier ministre dans ce pays qui interdit l'usage du téléphone au volant, n'est-ce pas? Oui. C'est respecté? Est-ce qu'il y a les sanctions? Non. Il y a les sanctions. Ah bon? Oui. Vous avez été sanctionné parce que vous conduisez à utiliser le téléphone au volant? Non. Ok. Maintenant, on revient dans la thématique. Oui. Lorsque écoutez, tout à l'heure, je vous faisais comprendre que nous sommes des suivistes. Que dit le comité scientifique camerounais par rapport à cette pandémie? They don't have anything to say. Quelles sont les solutions endogènes? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous utilisons le lexique médical qui vient d'ailleurs. Nous utilisons les alternatives qui viennent d'ailleurs. Quelles sont les solutions endogènes? C'est de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, je vous évoquais, il y en a qui vont peut-être généraliser. Je dis ce que je pense. Je n'aime pas les médecins de plateau qui viennent justement réciter ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux, ou bien sur Internet, ou bien ce qu'ils entendent d'ailleurs. Non. Nous sommes dans notre contexte, et j'insiste, le président de la République du Cameroun a insisté sur une solution endogène. Et quelquefois, quand vous allez dans les réceptions, c'est les mêmes personnalités qui ne respectent rien du tout. Mais pourquoi voulez-vous que ce soit les citoyens lambda qui respectent ce qui est dit? Deuxième chose, c'est le même président, le même premier ministre qui dit que les responsabilités sont individuelles. Non, il faut qu'on... Ce n'est pas parce que le ministre ne respecte pas que... Je suis responsable de ma santé. Oui. Justement, il ne faudrait donc pas regarder si l'autre porte son masque ou pas. Je suis le premier responsable de ma santé. Voilà.
Et il peut arriver que l'État puisse être le régulateur de ce genre. Oui. Mais sauf que dans le contexte du Covid-19, si les Camerounais avaient attendu la réaction du gouvernement, il y aurait peut-être eu une hécatombe. Parce que s'il fallait attendre que ce soit les vaccins qui viennent d'ailleurs et qui sont d'ailleurs douteux, ça il faut le dire. Parce que à partir non, je vais le dire tantôt. Oui. Lorsque vous avez les laboratoires qui sont les créateurs des vaccins qui ne peuvent pas vous signer une clause de responsabilité par rapport aux effets secondaires éventuels, ça veut dire que c'est douteux. Lorsque vous êtes, n'est-ce pas, conscient et convaincu, n'est-ce pas, de la fiabilité de votre produit, vous signez toutes les clauses éventuelles subséquentes. À partir du moment que donc vous avez des laboratoires qui refusent de signer les clauses de responsabilité, ça veut dire qu'il y a un problème. Et encore que les scientifiques honnêtes vous disent que ces vaccins ne sont pas fiables à 100%. Ça veut dire que vous avez les vaccins qui sont fiables à 115%, d'autres à 90%, d'autres au plus à 95%, avec des effets indésirables éventuels. Bon, comment voulez-vous que les Africains et les Camerounais courent? Disons, pour revenir à votre question, je voudrais vous dire une chose. Tout à l'heure, il y a les questions sanitaires, il y a les questions économiques. Je ne pense pas que le gouvernement, même dans sa communication, soit sérieux. Ça, je le dis, et c'est vrai. Même dans sa communication, le gouvernement n'est pas sérieux. Parce qu'ils sont sous pression des bailleurs de fonds internationaux. C'est une affaire de gros sous. Je ne vous l'apprends pas. Donc, moi, j'aurais préféré que, eh bien, et encore, c'est quoi le Covid? Il me semble que c'est une grippe. C'est ce que j'ai appris. Oui. Je pense sur le contrôle, je prends les éléments de langage de certains professeurs français. C'est-à-dire que, notamment, je veux citer un. C'est un contemporain, notamment Christian Perron. Je prends le professeur Raoul. C'était une grippe et qui pouvait se faire soigner par l'hydrochloroquine. Donc il ne faut pas qu'on exagère parce qu'il faut satisfaire la mafia des laboratoires de Big Pharma. Non, c'est pas. Et ensuite, lorsque vous faites souvent de la peinture chez vous, est-ce que vous mettez les masques du genre que nous mettons là? Mais pour un virus mortel, on devrait mettre quelque chose de plus sérieux. Et vous, quand vous questionnez, n'est-ce pas, cette pandémie, il y a des contradictions à tous les niveaux. Que ce soit au niveau même de ces manifestations et de son traitement, il y a des contradictions à tous les égards. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut cesser d'enfuir. Mais je peux vous dire, cela ne veut pas dire que je suis en train de dire aux Camerounais de ne pas, ou bien aux Africains, oui, de ne pas de prendre cela comme si c'était pas une menace. Non. Moi, je pense que s'il y a une solution endogène, tout le monde sera pas dedans. Je voudrais revenir sur sur ce que disait tout à l'heure mon co-panéliste. Oui, rapidement. Oui, rapidement, oui. Disons, le communiqué qui a été signé par le professeur Ndjok, ça ne concerne pas le Covid-19, ça concerne beaucoup plus la vaccination préventive qui, en fait, cela est dédié aux enfants préscolaires, c'est-à-dire que si vous avez un enfant qui a 3-4 ans avant qu'il est à l'école. Et pourquoi ils mettent donc fake? Pourquoi ils disent que c'est info? Non, c'est pas info communiqué. Vous dites que c'est pas info? C'est pas info. Ah, ok, merci. C'est pas info. À partir du moment qu'il y a un énoncé, il s'agit d'un projet de décret. Okay. C'est un projet de décret relatif à la vaccination préventive au Cameroun. Voilà. Maître Fidèle Doumbézy, il y a cette fameuse distanciation sociale et ces spectacles qui sont toujours organisés au Cameroun. À qui la faute? Le Premier ministre dit on ne veut plus de 50 personnes, mais on continue de voir des spectacles qui sont organisés, ça et là. À qui la faute? Oui, aux organisateurs, au public, ou bien à ceux-là qui délivrent les autorisations de spectacle? Oui, je pense que la faute est partagée parce que les mesures qui sont édictées, comme j'ai indiqué tout à l'heure, c'est des recommandations, c'est de simples recommandations. Et lorsqu'il s'agit des recommandations
chacun est libre de respecter ou de ne pas respecter. Donc le gouvernement a considéré que pour lutter contre la pandémie Covid-19, il s'agit d'un domaine de vie privée, d'un domaine de liberté, et n'a pas tenu compte qu'il y a les politiques de santé publique qu'il faut protéger, même si les gens sont libres de se comporter comme ils veulent. Ils doivent également protéger leurs prochains, c'est-à-dire protéger ceux qui sont dans l'entourage. Et pour protéger ceux qui sont dans l'entourage, il faut respecter les mesures qui sont édictées, et ces mesures, pour être respectées, devraient être assorties de sanctions. Et vous trouvez que ce gouvernement trouve toujours des subterfuges et va trouver toujours des prétextes pour ne pas faire à ce que ces mesures soient respectées. Et je me souviens une fois, le délégué général à la Sûreté nationale est sorti, a fait une sortie dans laquelle il a indiqué que le Cameroun ne dispose pas suffisamment de policiers pour mettre derrière chaque Camerounais, et qu'il n'y a pas suffisamment de prisons pour mettre beaucoup de gens en détention. Et je ne sais pas si pour appliquer notre code pénal, on a besoin de policiers derrière tous les Camerounais pour le faire. On n'en a pas besoin. Et que lorsque les infractions sont commises, il y a des procédures pour les constater et les faire sanctionner. Et tout ça, le gouvernement ne fait pas ça. Pourquoi? Je pense que c'est le docteur qui l'a relevé tout à l'heure. Il y a la famine, les Camerounais ont faim. Et la réalité, c'est quoi? C'est que l'économie camerounaise est fragile. Et aujourd'hui, la pandémie Covid est venue démontrer à tous les Camerounais l'échec patent des politiques économiques du gouvernement en place, c'est-à-dire le bilan désastreux sur le plan économique. Et aujourd'hui, même si autrefois nous avons pu résister à certaines attaques, c'est-à-dire à certaines difficultés où on a parlé de résilience économique, et là il faut saluer la bravoure des Camerounais, la bravoure des opérateurs économiques, la bravoure de tous ceux qui se lèvent tous les matins pour se battre afin que notre pays soit debout sur le plan économique. Mais ce pays est debout aujourd'hui avec des pieds d'argile, c'est-à-dire une moindre secours, les moindres soubresauts nous feront tomber. Parce que si on respecte strictement les mesures, l'économie ne pourra pas tenir. Et le gouvernement, ayant compris ça, a sacrifié les populations au profit et pour sauver seulement l'État. Et l'État qui sauve, c'est qui? C'est l'oligarchie qui est au pouvoir. Et ce n'est pas les populations. C'est-à-dire, on a pris des mesures, on a choisi de sacrifier les Camerounais, et que vous voyez que le gouvernement n'a même pas voulu écouter le JICAM qui a proposé une batterie de mesures. C'est-à-dire, il fallait, pour prendre des mesures qui devraient être respectées, apporter un soutien à l'économie. Et ça n'a pas été fait. On a vu dans d'autres pays comment on a distribué, on a apporté de la subvention à des opérateurs économiques et même à des citoyens. C'est-à-dire, même au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, vous avez vu, donc on fait le confinement et chaque citoyen avait droit à quelque chose pour supporter cette période et respecter les mesures éditées. Donc, c'est les politiques économiques. Vous vous souvenez que ce régime a multiplié des politiques économiques comme un programme de réduction à la pauvreté. Merci maître, on revient. PSE, et aujourd'hui, stratégie nationale. Merci maître, on revient après le journal. Parce que dans un instant, ce sera le 20h. Mais avant cela, une place de pub. Le plateau équinoxois, toujours en compagnie de Alphonse Anatole Aïssi, Marc-Anthony Akumbo, Fodjo Amine et Maître Fidèle Djoumbissi. Maître Fidèle Djoumbissi, les populations une fois de plus, sortent et disent que non, les indemnisations, il faut d'abord indemniser. Est-ce que vous comprenez le discours des populations? Donc on leur fait comprendre que si d'ici juillet 2021, ce n'est pas achevé, le Cameroun risque d'avoir de sérieux problèmes. C'est devenu très récurrent dans ce pays avec le non-respect des droits des citoyens pour ce qui est de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Et là, c'est l'État du Cameroun qui donne le mauvais exemple que le Cameroun n'est pas un État de droit. Parce que dans un état de droit, toutes les personnes sont soumises au droit. Personne morale, personne physique
tous les citoyens, y compris l'État et l'administration. Et c'est l'administration qui doit donner le modèle, qui doit donner l'exemple du respect des lois que l'État s'est doté. Et s'agissant de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est prévu clairement que l'indemnisation est préalable. Et vraiment, il est incongru et inadmissible que 7 ans après, que les populations qui sont expropriées ne soient pas indemnisées. Parce que la loi prévoit qu'on commence d'abord par ce qu'on appelle la déclaration d'utilité publique. Et lorsqu'il y a déclaration d'utilité publique, il y a une commission qui se met en place et qui fait l'évaluation des personnes, l'évaluation des biens à être expropriés. Et après avoir fait l'évaluation, après avoir écouté toutes les personnes expropriées, le dossier est transmis au Premier ministre ou bien au président de la République, suivant les cas, pour qu'il y ait décret d'expropriation. Et lorsqu'il y a décret d'expropriation, l'indemnisation, c'est-à-dire le montant à affecter à chaque personne expropriée, est dans le décret. D'où vient-il qu'aujourd'hui, on excite de ce qu'on attend encore? Je ne pense pas qu'on devrait attendre. Parce que dès que le décret d'indemnisation est publié, l'État devrait réindemniser toutes les personnes expropriées avant de procéder aux travaux. Bon, parce qu'il s'agit d'un projet. Quand il y a projet, on trouve d'abord les ressources pour l'exécution du projet. Et dans le prix ou bien les ressources du projet, l'indemnisation est comprise. Donc, avant d'engager l'exécution du projet, on doit trouver les moyens financiers, et ces moyens financiers doivent comprendre la part qui doit revenir aux personnes expropriées. Ok, voilà. Marc Anthony, cette situation, vous avez vu l'attitude du directeur général. Il dit, bon, vous laissez d'abord les travaux se poursuivre et je reviendrai vous payer. Serge, it is really disheartening that some of these government officials in Cameroon feel like Cameroonians are stupid and foolish, where they feel like they can just come and say rubbish and people take it. How can you come after 7 years of having actually claimed people's Peut-être parce que se land? disent que bon, les populations it is, des it villages. it is terrible that these people for 7 years have been waiting. Maybe they do not even have houses they are living in. I want to say this. It was supposed to be something that immediately they mapped out the land that this is where we want to use. They say, okay, people are living. They were supposed to have given them what it takes, compensate them, and give them the opportunity to live before the project begins. So when I hear that guy actually presenting some fake stories there that if from now to July, if there is the work does not continue, then Cameroon is going to plunge into a serious energy problem. That to me is so childish. It seems as if he's talking to kids, to children. And the worst thing is that he's talking and the whole of Cameroon is listening. And that is the way the government of Cameroon actually leads. It leads with deception. You don't lead a people continuously in deception and you feel like those people will sit and fold their arms. When you see people going out on the streets until it is now on TV, it is because there is anger in their hearts. And that is the same way you will see people get up before you know it has already become something different. This kind of leadership, Mr. Serge, is very terrible. You see, I always make this statement. If you want to see a society or an organization grow, it depends on leadership. If you want to see it fall, it depends on leadership. So, leadership stands at the center of the growth or destruction of a community. What we are seeing in Cameroon, the crisis we are facing in Cameroon, from every corner, we attribute it to leadership. And those are the kind of things. You hear tu appelles que le directeur général comes and looks at mature people. Then he tells them,
Okay, we are waiting for the minister's decree. Whose decree again? Is it today that the lands were claimed? I think it's 7 years. 7 years. So, how comes you are telling them that the money is available? You heard that? The money is available, but what we need now is just that a decree should be signed. That is deception. That's deception. If the money is available, it means that the decree had already allocated it. Then it should be shared to the people. Not that you come and tell them that, okay, the money is available. Why then did you bring it? Didn't you bring it? If it is available, bring it. That's what the people want. They want the money. So, I think that most of our leaders, they actually do lead with bad faith. They don't think for the common man. They think of themselves. That project was a project that was supposed to have been executed long ago. But why is it still in this state of even still beginning? Question. Then you hear this guy will be bold to claim that in few months, from now March to July, how many months is it? 4 months. 4 months. Then you expect to finish such a project in 4 months 4 months. after having missed it for 7 years. Wow, my God. You see, these guys, they really feel like Cameroonians are dull. But that is wrong, because Cameroonians are not stupid. We are not dull. And those women and children and men that you are deceiving over there, you might think that they are listening to what you are saying. But I want to say, if the Cameroon government does not take and go back to the sitting table and withdraw their plans, they will provoke Cameroonians to get radical. Because that is what they are doing. They are radicalizing Cameroonians in every corner. It is not only in the name of that place again. It's not only where they are. Yeah, it's not only there. It's almost everywhere. There is a situation that happened in Zeka. It just died down. I've never heard that people were actually compensated where accidents happen and people die. That one, we don't want to use that. If you go around Cameroon, you see that everywhere there are complaints. So, question: why should we believe in his promise that, okay, people should just wait, the money is available, we are going to come and give it to you, but you should allow us just here? That's deception, eh? Just allow us to go ahead with the work, then we'll come and give you your money. It's already available. Wow. Mr. Sech, Makatoni, I feel disturbed with the manner in which we are being led. Okay. If we have those kind of leaders, those are the kind of people leading us, Cameroun is burning down. Sabamine Fodjo, sur cette situation, les travaux d'abord, on va venir payer après, on va indemniser après. C'est pensable, comment vous... surtout que ça fait 7 ans déjà que les populations attendent. Je vais revenir sur, si tu me le permets, avant de revenir sur cette actualité sur laquelle les co-panélistes ont suffisamment abondé. Je voudrais un peu revenir sur ce que les co-panélistes ont dit à peu près avant le journal. Non. On parle de la Fanoyo. Si vous ne voulez pas intervenir dessus, je passe la parole à quelqu'un d'autre. En fait, j'étais en train de préciser que les co-panélistes ont suffisamment abondé sur la question et je trouve que c'est un sujet assez honteux d'aborder. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que ce reportage a beaucoup plus semblé être une communication du DG de EDC que tout un reportage normal. Parce que dans ma position de communicateur, ce que j'ai retenu de son reportage, c'est que le Cameroun va faire face à une crise énergétique en juin-juillet. Ça, c'est si quelque jamais chose... les populations Le si jamais, on appelle ça le ponce pilatisme, c'est-à-dire qu'on essaie de laver les mains, de dire, bon voilà, la crise qui arrive en juin-juillet là, sachez que moi, directeur des EDC, voici là où j'étais coincé, j'ai fait ma part. J'avais même l'argent pour payer cette population, il manquait une histoire de décret. Donc, de ce reportage qui, pour moi, je continue à le dire, semble être une communication de EDC, du DG de EDC,
Je retiens que le DG de EDC vient de nous annoncer qu'en juin et juillet, le Cameroun va traverser une crise énergétique. Et comme nous vivons déjà, parce que la plupart des ménages aujourd'hui vivent des problèmes de délestage. À l'instant où je vous parle, il y a plusieurs quartiers d'Yaoundé qui sont dans le noir, qui sont en train de se plaindre du fait qu'il y a eu une légère pluie. Toute la journée d'hier était dans la noix. À Douala, ça a été pareil hier. Donc, on vit déjà une situation de crise énergétique et le DG de EDC nous informe qu'en juin, juillet, on va pleurer plus que ça. Et parce que, quel qu'en soit le cas, en 4 mois, la construction des pylônes, tout ce qu'ils disent là ne pourra pas se faire pour des projets qui ont été pour un projet qui date de 7 ans. On ne peut pas venir se tenir devant la population et dire il y a l'argent, on attend un décret pour vous donner. Ça, ce n'était pas un reportage, c'était une communication du DG des EDC. Et ça, c'est encore une autre preuve, une autre évidence que notre gouvernance souffre. En fait, notre pays souffre d'un énorme problème de gouvernance, tant au niveau de l'animation du travail du gouvernement qu'au niveau des priorités. Parce que je me rappelle que, même si aujourd'hui on parle de ce problème, je me rappelle qu'il y a eu un plan d'urgence triennal qui avait été annoncé par le chef de l'État où à coût de 2 milliards, je ne sais pas si c'était 2 milliards combien, on devait résoudre certains problèmes qui étaient urgents. Il y avait des problèmes d'infrastructure, notamment ces problèmes d'électricité. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec les mêmes problèmes. Chaque année, on ne fait qu'investir. On a construit des centrales à gaz pour résoudre des problèmes d'énergie. On a construit des centrales, je pense des centrales à Kribi, je pense à la Dibamba, Logbaba, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, de façon palpable, aucun ménage ne le sent dans son quotidien. Parce que les délestages demeurent, le problème d'électricité demeure. Et on a compris que le Lompanga qu'on avait promis depuis des années ne sera toujours pas livré. On est en retard. Et en juin, juillet, ça ne sera pas livré. Mais c'est seulement voilà, donc en plus du Covid que nous sommes en train pour lequel nous sommes en train de pleurer, il faut déjà que les ménages se préparent pour ce qui arrive un jour. Ok. Albert Natol a ici 7 ans déjà, les populations se plaignent, les plantations étaient détruites, les maisons également. De nouvelles promesses. Elles disent que non, cette fois-ci on ne cède pas. Écoutez, de manière directe, je voudrais vous dire que M. Théodore Sangou devrait être relevé de ses fonctions. Comment ça? Pour 2 raisons. Il est maître d'ouvrage délégué dans ce chantier. Et quand vous êtes maître d'ouvrage délégué dans un projet, vous êtes autant responsable que le maître d'ouvrage. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Parce que si vous estimez que ce projet vous m'apporte des points, vous démissionnez. Et si pas démissionner, qu'on le démissionne. Parce que je voudrais quand même vous rappeler que depuis plus de 4-5 ans, il a toujours des problèmes dans les chantiers, dans sa maison là. Il y a le problème des salaires, il y a tout le problème. Donc, si le dit, cela suppose que peut-être il voudrait exposer ses soutiens. Donc, ce monsieur devrait être relevé de ses fonctions. La deuxième chose que je voudrais évoquer, et je dis d'une manière froide, l'autre problème qui se pose, c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle d'appropriation, peut-être maintenant pas aller dans les contingents juridiques, ça veut dire que cela suppose que ces populations disposent des titres fonciers sur ce terrain. Oui. Ce qui suppose donc qu'il y a eu une évaluation des investissements qui ont été faits. Et ces populations devraient être indemnisées à concurrence de ces investissements. Vous ne pouvez pas dire, n'est-ce pas, exproprier des populations pour certains déguerpis, pour ceux qui n'ont pas de titre foncier. Les demander, écoutez, dégagez, on va commencer, on va d'abord faire notre business, ensuite on va voir comment pour gérer. Non. C'est un manque de respect aux populations, au peuple. Cela suppose donc qu'on voudrait encore créer une zone de tension alors que nous en avons déjà suffisamment.
c'est parce que les Camerounais sont suffisamment pacifiques. C'est pourquoi est-ce que les grands projets ont des problèmes d'indemnisation ou des populations. Pourquoi c'est récurrent? Et dans cette affaire-là, si vous allez en profondeur, en tout cas je vais mener une enquête là-dessus, cela suppose que justement vous avez des individus qui ont pris l'argent des populations, ils ont mis ça dans leur poche. Et maintenant, comme c'est des villageois, comme vous avez noté, eh bien on leur raconte des fadaises. Pour dire qu'écoutez, après on va voir, machin. Non. Et il a promis qu'il viendra lui-même payer. Ce qui confirme dans mon argumentaire qu'il faut qu'il soit démissionné, qu'il soit relevé de ses fonctions. Parce qu'il dit qu'il va venir les payer, ça suppose qu'il y a de l'argent. Attendez un peu, monsieur. S'il prend l'engagement de venir payer ces populations, cela suppose qu'il va prendre l'argent quelque part. Mais où est-ce qu'il va prendre cet argent s'il n'en a pas? Non, écoutez, il faut qu'on soit sérieux. Donc moi je pense qu'à un moment donné, Paul Biya a déjà suffisamment de problèmes avec ses collaborateurs. Si c'est possible si certains de ses collaborateurs peuvent véritablement l'éviter d'en avoir davantage, c'est mieux. Donc ça c'est important. Parce que sinon, comme je vous l'ai dit, je vais mener cette enquête. Et je suis certain que je vais véritablement lever les lièvres là-dedans. Mais c'est très embêtant. Parce que lorsque vous expropriez les populations dans le cadre d'un projet, ça a des effets, c'est un effet papillon. Vous avez des enfants qui devaient aller à l'école, vous avez des problèmes de logement, vous avez des problèmes de recasement. Ces populations vont... Ok. Voilà, on va donc terminer. On va terminer avec à tout prix parler Covid encore. Oui, je voulais parce que tout à l'heure, une fois de plus, les co-panélistes ont insisté sur le rôle du gouvernement et tendaient à laisser croire que tout revenait à la responsabilité du gouvernement. Je voudrais dire que la pandémie, que le Covid-19 est une pandémie mondiale. Et l'Organisation internationale du travail en 2021 a relevé que 1,6 milliard d'emplois ont été perdus en 2020, ont été perdus du fait du confinement. Et les 1,6 milliard d'emplois perdus, d'heures d'emploi perdus, représentent 67% de l'emploi informel. Et on se rappelle bien que notre économie est à plus de 60% axée sur l'informel, la restauration, l'artisanat, tout ça. C'est des personnes qui ont suffisamment souffert de cette pandémie. Et aujourd'hui, les discours que nous sommes censés tenir doivent être des discours de sensibilisation et de faire comprendre aux uns et aux autres que cette pandémie devrait coûter 0 franc si chacun respectait les mesures barrières. Les mesures barrières qui consistent à porter son masque, à respecter les distanciations. Parce que si nous allons vers des méthodes un peu plus extrêmes, qui sont le confinement, les restrictions, ou alors le vaccin qu'on veut nous imposer, c'est un coût économique, c'est un coût élevé pour notre économie. Parce que quand on parle de confinement aujourd'hui, quand on parle de restrictions, c'est notre économie qui en prend un coup. La preuve, en 2020, il y a eu 1,6 milliard d'emplois qui ont été perdus. Si on continue à avoir des comportements irresponsables face à la pandémie, nous allons aller vers cette situation. Si nous continuons à avoir des comportements irresponsables face à la pandémie, nous allons nous retrouver obligés de faire face à la vaccination, certainement pour laquelle je ne suis pas forcément d'accord. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, le discours qu'on a tenu ne doit pas forcément être le gouvernement ne fait pas ci, le gouvernement ne fait pas ça. Okay. Nos populations qui nous écoutent vont avoir l'impression qu'ils n'ont aucune responsabilité pour un problème qui concerne leur santé. Merci. Marc Anthony, pour vous, on doit l'admettre, Covid, c'est une réalité. Oui. On donne l'impression aux populations que c'est une vue de l'esprit. we cannot come and refuse the fact because sincerely it has taken lives. A lot of lives have been taken. I'm just saying that as an individual from observation in Cameroon, we get to doubt whether its existence is there based on the way the people take it.
and also based on the fact that you cannot see patients of the entire disease affected, and you see them around you, though. So, but it is obvious that we should actually call on the population to learn to protect themselves. I once said on a sister platform concerning this issue that we should ask Cameroonians, we should not wait for the government to come take care of us. We should take care of ourselves. We should be able to prevent ourselves from getting that, because waiting on the government is like committing suicide. I'll be sincere. When you wait on the government, it seems as if you commit suicide. So it is better we protect ourselves by putting on the face mask. I'm walking with my own everywhere. By creating the distance, they say 1 meter distance, it is necessary. Let's keep it. And apart from that, I encourage that in Cameroon, we should encourage people like Archbishop Kleda, Samuel Kleda, right, who came out with a cure. Let me use the word, with a preventive method. It is something we should encourage. As Cameroonians, what are we doing? Must we keep on depending on Europe so that we could be healed? No, it's something we should not encourage. Today, we will spend much money buying from Europe instead of coming up with ours. Don't we have doctors? Don't we have researchers? Those are questions you should be asking. When you ask those questions, you get to a place where you feel like, okay, it seems as if Cameroon does not believe in its own researchers. Cameroon does not believe in those who bring solutions to problems. Okay. So you get to feel discouraged. I want to encourage every Cameroonian, in case there is a situation like that, you should visit the Archbishop Kleda to get what he is giving, because that is a solution that is Cameroon based. And there are others. Oui, let ils sont us, nombreux, hein. yes, let Voilà. us be able to encourage us. Ils sont nombreux. Yes, let's encourage Voilà. us rather than keep on waiting on Europe. Voilà. It's wrong. Mais Fidel Djoumbissi, Oui, la pandémie est là, elle fait des ravages. La deuxième vague est là, bien présente. On ne doit pas tout attendre du gouvernement, on doit se prendre en main soi-même. Les populations camerounaises doivent prendre conscience de ce que leur gouvernement les a abandonnés et qu'elles doivent faire des efforts pour éviter la maladie. Et quels que soient les efforts que nous déplorons, il y aura toujours des conséquences, parce que le gouvernement devrait jouer un rôle important, parce qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels vous prendrez des dispositions, mais vous ne pourrez pas éviter. Si nous prenons par exemple les marchés, lorsque vous allez au marché, par exemple marché Nkouloulou, marché central, marché Mbopi, vous voyez comment les gens sont agglutinés. Vous vous rendez compte qu'il ne peut pas avoir de distanciation sociale. Les gens sont obligés de sortir pour gagner leur pain quotidien, parce que s'ils ne travaillent pas, ils n'auront pas de quoi vivre. Et que c'est le gouvernement qui devrait trouver des moyens pour des secteurs d'activité bien précis où le risque est plus élevé, et apporter le soutien. Donc maintenant que le gouvernement ne le fait pas, les populations sont obligées de se prendre en charge, comme a indiqué le président élu, le professeur Maurice Kamto, l'année dernière, que, étant abandonné, nous sommes obligés de nous prendre en charge. Et c'est pour ça que nous avons créé SCSI, pour apporter le soutien au gouvernement, aux populations, et leur indiquer comment elles peuvent se prendre en charge. Et que ce gouvernement a montré ses limites, et que Covid-19 est venu montrer à la face du monde que nous avons une économie qui est très très fragile. Voilà, on apprend à l'instant le décès du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Le petit nom c'était Ambak. Il est décédé ce jour des suites de maladies en Allemagne. Ahmed Bakayoko, Premier ministre de Côte d'Ivoire, il a remplacé Amadou Gon Coulibaly il y a quelques mois. Il est également décédé. Albert Anatola, ici, sur cette situation, oui. Les populations, on doit le relever, c'est d'abord une affaire individuelle. Hein. Écoutez, si tout à l'heure, je on l'ai dit. doit tout attendre du gouvernement. Tout à l'heure, je l'ai dit. Oui, voilà. C'est-à-dire que la on doit santé... se prendre d'abord. Oui, tout à l'heure, je l'ai indiqué. C'est-à-dire individuelle. C'est-à-dire que la santé, c'est d'abord une affaire personnelle. Lors de la première, en tout cas, entre le mois de mars et certainement le mois de jusqu'à la fin du mois de décembre, ce sont les populations qui sont prises en charge. Au moins fait comprendre qu'il y avait des équipes, n'est-ce pas, du ministère de la Santé publique qui devaient faire, n'est-ce pas, des tests et tout ce que vous voulez
Moi, je n'ai jamais vu une de ces équipes-là. Je ne sais pas si vous en avez vu. Moi, je n'en ai pas vu. Donc, il a fallu que, n'est-ce pas, nous retenions, n'est-ce pas, à la pharmacopée africaine. C'est ça qui nous a sauvé la mise. Donc, maintenant, moi, je pense, comme je l'ai eu à le dire, j'ai souvent l'habitude de le dire. Très souvent, nous apportons des mauvaises solutions aux vrais problèmes. Il ne faut pas... Pour moi, la vraie solution, c'est d'abord de fermer les frontières maritimes, terrestres et aériennes. Et qu'on gère nos problèmes en interne. Parce que si vous gérez les problèmes, parce que cette affaire-là est venue dans... les premiers cas de Covid, c'est dans un avion de Air France, je ne fais pas la publicité de ça. Et ils se sont baladés dans la nature, dans nos forêts, et puis jusqu'à ce que ça y ait eu tout ce qu'on sait. Donc moi je pense qu'il faut d'abord falloir fermer nos frontières maritimes, terrestres et aériennes. Que de nous imposer, n'est-ce pas, en tout cas le gouvernement Cameroun ne peut pas confiner les populations camerounaises parce que l'économie camerounaise est adossée à plus de 80% sur les formels. Ok. Mais il ne peut pas. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, moi je suis un militant d'une solution endogène. Voilà. Merci Albert Datola ici. Merci Maître Fidèle Dumissi. Je vous en prie. Merci Marc Anthony. Thank you very much for the opportunity. Merci Amine Sopfouidjou. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h toujours avec la même équipe, le même plaisir de vous retrouver comme tous les soirs. Bonsoir. Afanoyoa.